Les sourires sont affichés depuis samedi en Côte d'Ivoire. On n'arrête pas de savourer ce moment-là, l'ivresse que procure une rencontre de foot. Cette CAN s'achemine allègrement vers la fin. C'est déjà fini. Oh là là, c'était un si bon moment de fraternité entre les Africains, de joie pour les Ivoiriens qui avancent, de joie pour tous les autres pays qui sont qualifiés. Ils sont 4. On en parle dans cette émission. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir à Christelle. Bonsoir à vous tous. Hello André, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir chez vous. Effectivement, la joie est à son paroxysme. André en a presque perdu la voix, tellement il en a crié. C'était à Bouaké. Et donc, revenu pour célébrer cette belle victoire avec notre beau plateau aujourd'hui. Nous avons Élisée Boloubeu. Bonsoir Élisée, merci d'être là. Peut-être qu'il faut ajouter le prophète. Bonsoir Christelle. Bonsoir prophète, merci d'être là Élisée. Henri Ekwe Akudo, vous nous rejoignez encore une fois aujourd'hui. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien. Alors, un autre nous rejoint, Charles Douglas Ndemba. Il revient pour cette émission pour des analyses très pointues. Bonsoir Christelle, ça a fait 2 prophètes. Parce que c'est ce plateau qui disait que la Côte d'Ivoire devait se qualifier. On était encore en phase de poule. Le Maroc n'avait pas encore joué. Bonsoir André. Bonsoir Douglas. Talman Gérard, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tout le monde. Froid analyste du foot, pas prophète. On est là. Il n'est pas prophète. Marius Komoré également est loin d'être prophète. Ah non, ben, très pragmatique. N'empêche que j'ai été très pragmatique en annonçant la victoire des éléphants par le score de 2-1. Exactement, on se le rappelle. Voilà, donc notre plateau est 7 et vous aussi, je l'espère. On y va. Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'encéphalogramme footballistique des Ivoiriens est mis à rude épreuve. Voyez comment, dans les émotions que vivent ces Ivoiriens-là, eh bien, tout cela, aujourd'hui, a connu son paroxysme. On espère que ce sera le cas dimanche, à travers un quart de finale, une qualification en demi-finale extraordinaire. On en parle avec vous. Il y a eu donc ce qui s'est passé à Yamoussoukro, il y a eu ce qui s'est passé à Bouaké. Mais avant, vous le savez, nous avons donc justement notre chroniqueur sport qui est avec nous, Christelle. Exactement, 3 points à l'ordre du jour avec Gérard Talman. C'est le 6 minutes sport maintenant. Gérard, bonsoir encore une fois. Rebonsoir Christelle. On peut parler de mental et de courage, Gérard, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Exactement. Au mental et au courage pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais quand on a le mental et qu'on a le courage, on passe mettre dans l'art de la remontada à chaque fois. Une fois contre le Sénégal, une deuxième fois contre les Aigles du Mali. On tire franchement le chapeau bas aux éléphants, à nos pachydermes, c'est très important. Déjà à la 71e minute, quand Néné Dorgelès libère, décoche cette frappe enroulée du pied qui termine sa course au fond des filets. On s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui va donc se passer? Beaucoup avaient même déjà commencé à quitter les terrains, que non, ce n'était pas terminé. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont revenus au bout du temps additionnel déjà, à la 90e minute, par l'entremise de Simoa Dingra. Et puis, on est rentré dans les prolongations. Et puis est venu ce coup franc. Et puis est venue cette frappe du gauche de Seko Fofana, reprise avec une petite madière bien léchée par l'ami Ousmane Diakité. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Oumar Diakité, pardon. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les demi-finales. D'ailleurs, Oumar Diakité, on le voit à l'écran, qui sera élu homme du match. Très bien, donc une fois qu'on a dit tout ça, vous nous avez compté ce qui s'est passé lors de cette demi-finale à la force et au mental. Eh bien, des joueurs qui sont quand même des grosses pointures pour cette équipe, en tous les cas, seront absents pour la finale et pour la demi-finale. Tout à fait, mon cher André, il va falloir que le coach Faye Emers puisse composer avec des absences très très remarquées et remarquables. Déjà, le capitaine Serge Aurier ne sera pas là parce qu'il a écopé de 2 cartons jaunes, ainsi que Christian Kwame, ainsi que le buteur qui a délivré toute la Côte d'Ivoire homme du match, l'ami Diakité, parce que là, dans l'euphorie de la célébration de son but, il a écopé aussi d'un second carton jaune. Nous avons aussi Odilon Kosonou, 2 cartons jaunes en 43 minutes.
qui ne sera pas là. Donc ces 4 messieurs vont devoir manquer la demi-finale contre les Léopards du Congo. Et puis Cotonou, justement, on en parle, qui a présenté ses excuses sur ses comptes. Exactement. Et ça, c'est la meilleure des choses, en tout cas. Tout ceci dénote non seulement du professionnalisme, mais aussi de beaucoup de patriotisme, je dirais même de chauvinisme, pour André qui aime beaucoup les mots dans ce genre. Voilà, et il s'est donc excusé Odilon Cotonou pour le fait qu'il ait occasionné déjà le pénalty et son exclusion. Il s'est dit, tiens, je m'excuse auprès de toute la nation, auprès aussi de ses coéquipiers, qui l'espèrent, en tant que de véritables guerriers, pourront faire le boulot sans même qu'ils soient à prison. Voilà, je pense que Gérard, on est bon pour le 6 minutes. Tranquillement, ouais. Très bien, merci, on referme Gérard. la porte. Là. Eh bien, on va maintenant ensemble avec vous, juste après Gérard, décrypter donc ce qui s'est passé, cette qualification donc, au stade de la Paix de Boaké. C'était samedi face aux Aigles du Mali. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à bouter hors une équipe malienne survoltée. Une Côte d'Ivoire à la science bien inscrite dans les gènes, dans la façon de jouer. Comment vous analysez cette rencontre? On va commencer par parler avec Henri Akodo. Vous qui êtes évidemment... sur la chaîne World TV qui transmettait cette rencontre, World Sport TV qui transmettait cette rencontre. Comment vous l'avez vécu et comment vous analysez vos premiers mots suite à cette victoire des éléphants? Prestation littéralement renversante des éléphants. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, beaucoup de résilience. D'abord, la Côte d'Ivoire a commencé ce match timidement, inhibé sans doute par la pression. J'ai eu une équipe malienne qui a posé énormément de problèmes à ses pachydermes. Le 4-3-3 malien a bien fonctionné, notamment le trio au milieu de terrain. On parle de quand même Amadou Aïdara, Diadé Samasekou et surtout de Kamroui Doumbia, le joueur brestois qui cherchait les espaces, qui se faufilait entre les lignes et qui a posé énormément de problèmes aux Ivoiriens. Sans trop vous couper, vous savez ce que Eric Schell avait dit avant la cette Coupe d'Afrique? Il avait dit que le Mali a le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'a pas raison, même si on peut est d'accord. C'est dire la qualité de cette équipe. Absolument. De très bons joueurs dans l'enjeu. On parle quand même des joueurs qui évoluent à Offenheim, à Leipzig et au stade brestois. Kamroui Doumbia qui est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain de cette compétition. Le Mali qui a trouvé la profondeur avec Sinaoko Lassine, le joueur de l'Asie Auxerre, qui a amené Odilon Cotonou à commettre ces deux erreurs, ces deux gaffes qui lui ont coûté d'abord le pénalty et son exclusion. Mais après, en seconde période, avec l'exclusion de Odilon Cotonou, on a eu une formation malienne un peu perdue, qui a perdu le pied, qui a perdu le fil, qui n'arrivait pas à reproduire ces enchaînements de passes bien claqués, les transmissions, l'utilisation de la latéralité. Ce n'est pas anodin. Cela est dû à la science statique des Mersfaï. Cette victoire, on parle de miracle, on parle de scénario rocambolesque, on parle de la mentalité, de l'état d'esprit de ces pachydermes. Mais il ne faut pas occulter, bien évidemment, la science statique, le discernement et surtout l'audace des Mersfaï qui a su changer les pions. Un entraîneur, c'est quand même la capacité à pouvoir trouver des solutions à des difficultés que rencontre son équipe en cours de match. On en parle tout à l'heure, Henri. On va en parler. Et puis après, il faut saluer quand même véritablement ces jeunes Ivoiriens. Il y a une sorte de transmission générationnelle, de transition générationnelle, je suis tenté de dire. Parce que ces deux joueurs qui ont quand même envoyé la Côte d'Ivoire dans l'extase, dans l'euphorie, dans l'alliance populaire, sont de jeunes joueurs. Très bien. On parle d'Adingra et de... On va revenir sur ces différents points. Charles, vous avez suivi en tant qu'observateur féru du foot cette rencontre-là. Au moment où la Côte d'Ivoire, où on siffle le pénalty, et au moment donc où Yaya bloque ce pénalty-là, vous dites quoi? Est-ce que les Ivoiriens auront la capacité de remonter, d'avoir le mental et revenir, et prendre le pas sur le Mali? Honnêtement, je me dis que c'est très mal embarqué. Parce que lorsqu'on regarde le début du match de la Côte d'Ivoire, surtout au début du match malien, on a l'impression qu'il y a des joueurs ivoiriens qui sont perdus. J'ai vu une image qui, moi, m'a marqué, c'est le milieu couloir gauche, Gradel, voilà, qui demandait simplement à sa défense d'être calme. On a senti Cotonou hyper agité, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état-là, mais Gradel, qui, lui, a l'expérience, demandait simplement à ses coéquipiers d'être calme. Parce que justement, l'attaquant malien ne le mettait pas à mal. Oui, bon, après aussi, je crois que
entre la difficulté que posent les Maliens et l'état d'esprit dans lequel vous abordez une rencontre, il y a un pas. Mais Cotonou, sur cette rencontre-là, sur ce début du match, en tout cas, n'est pas bien rentré dans son match. Maintenant, je crois que, regardez par exemple l'action qu'on a à l'image. Ici, l'erreur de Cotonou vient après. C'est l'action du pénalty. L'action du pénalty. Elle vient après parce que Cotonou fait bien de regarder le ballon. Sauf qu'après, il enlève ses yeux du ballon pour s'occuper du joueur. Alors qu'en suivant le ballon, ça fait juste un petit rebond. En s'arrêtant, il veut récupérer le ballon facilement. Mais puisqu'il a mis son esprit sur le joueur, Sinayoko a bien joué le coup et ça a donné le pénalty que ça a donné. Donc je pense qu'aujourd'hui, après, il y a Yaya Fofana qui stoppe le pénalty. Je commence à me dire, mais est-ce que les Maliens ne sont pas en train de passer à côté de leur coup? Parce que ce que la CAN ou le football nous montre toujours, l'équipe qui domine dans son temps fort, lorsqu'elle a des occasions franches, nettes de but, qu'elle les manque, derrière, ça se paye cash. Très bien. Élisée, vous aussi, évidemment que vous aviez donc un avis très, j'allais dire, convaincu sur la qualité de cette équipe malienne. Donc le début de match vous a aussi convaincu de ce que vous pensiez déjà de cette équipe, hein? Oui, moi, pour être honnête avec vous, hein, je savais que le jeu, je l'ai dit ici quelques jours avant la rencontre, j'ai dit que celui qui prendra l'ascendant dans cette rencontre sera celui qui va remporter la bataille du milieu de terrain. Et à ce niveau-là, Éric Schell avait densifié son milieu de sorte que même les seconds ballons tombaient dans les pieds des Maliens. Et ça, c'était... Donc, moi, dès l'entame de la rencontre, je savais que le jeu serait du côté malien. C'était de savoir maintenant, est-ce que les éléphants avaient le mental suffisant pour non seulement contenir ce temps fort malien et puis essayer de repartir lorsque la fièvre va baisser à leur niveau. Et justement, malheureusement, dans la foulée, on tombe sur un pénalty auquel on ne s'entendait pas. Franchement, moi je dis honnêtement, l'arrêt de Yaya, pour moi, est l'un des éléments décisifs du match. Si ce but avait été encaissé, déjà que les Maliens étaient très en avance, ou du moins développaient le meilleur foot, si ce but était encaissé, il était fort probable qu'un second suive. Parce que vraiment, il y avait déjà cette Vous pensez que la défense aurait coulé? Oui. Donc là, cet arrêt-là, pour moi, devient l'un des éléments, le premier élément décisif de cette rencontre. Parce que ça reboostait déjà le moral des Ivoiriens qui se sont dit, mais quelque chose se passe. Parce qu'on ne peut pas rater un tel pénalty, on ne peut pas rater une telle occasion. C'est qu'il y a possibilité qu'on puisse rebondir. C'était le premier signal. Le second, on est à 10, mais on se rend compte qu'à 10, on arrive à tenir 11 joueurs. Il a fallu, je lui ai dit, la rentrée de Néné d'Orgelès pour qu'on sente un coup d'éclair venu de nulle part de la sélection malienne. Sinon, à un moment, les Ivoiriens contenaient quand même ces 11 joueurs. Et le but de Néné aussi, bon, comme je l'ai dit après le Sénégal, on va revenir à un but venu de nulle part. Dans notre progression, on va parler de lui. Marius, la Côte d'Ivoire donc arrive à bloquer ce penalty. Le jeu court dans les tribunes. André y était. On imagine un peu le désarroi. Bon, on parle des tribunes. Toute la nation, la diaspora ivoirienne et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on imagine un peu le stress à ce moment-là. Et Adingra Faye, donc, qui fait des remplacements judiciaires, Adingra rentre, et puis il y a une balle de but. Et on va en prolongation. À quelques minutes de la fin, deuxième but. D'où, selon vous, d'où est-ce que les éléphants, à la dernière minute même, d'où est-ce que les éléphants ont tiré cette source? On a tous reproché l'état d'esprit, le mindset. Selon vous, qu'est-ce qui a changé pour nos pachydermes? Mais ma très chère Christelle, le football, c'est d'abord l'engagement. Surtout quand on porte les couleurs d'une nation. Des joueurs qui sont appelés à défendre leur équipe nationale doivent le faire avec une certaine témérité, une solidarité à nul autre pareil. Mais au-delà de tout ce que je viens de citer, il ne faut pas perdre de vue que nous avons suivi ce match avec beaucoup d'appréhension, surtout que l'équipe malienne semblait dominer dans l'entrejeu l'équipe ivoirienne. C'est vrai, même après avoir pris le but de notre cher confrère et patriote d'Orgelès, qui a d'ailleurs refusé de célébrer son but. On en parle tout à l'heure. Mais il faut dire tout de même que nous sommes restés dubitatifs quant à la suite heureuse de cette rencontre pour les éléphants. Mais à la suite donc de cet autre but des Maliens, nous avons vu une équipe ivoirienne beaucoup plus remontée, comme si on venait de leur donner du Viagra. Ils ont été réveillés en sursaut et ils nous ont produit un football digne d'une équipe nationale, un football comme nous l'attendons, comme nous l'exigeons. Même s'ils avaient perdu ce match, eh bien, on aurait compris qu'ils s'étaient battus
et on ne les aurait pas voulu. Très bien, merci Gérard. On va revenir avec vous sur... là, Marius parle donc de l'aspect mental et tout ça. Revenons sur quand vous voyez la sélection, ou en tout cas le classement proposé par Emers Faye et son staff. Vous vous dites, c'est un commando qui est à propos, ou vous pensez qu'il y a des choses qui manquent? Comment vous avez jugé ces... Déjà, ce que moi j'apprécie particulièrement, avant qu'on en arrive justement à la science tactique d'Emers Faye, c'est sa communication, dans un premier temps. Il a une certaine froideur, il sait exactement comment placer un mot, où il faut le placer, c'est déjà très important. Et ce que je remarque dans ce groupe, en fait, je me souviens que dès les premières heures de sa prise de fonction, il disait comme ça que j'ai à disposition un groupe. Je suis là depuis 1 an et demi, je sais exactement qui est qui, je connais les forces et les faiblesses de mon groupe. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, ce que nous remarquons, dans cette équipe-là, pour avoir un titulaire en puissance, je crois que globalement, sinon généralement, on a un seul pion qui est inamovible, en l'occurrence le latéral gauche Ghislain Conan. Sinon pour les autres, ça bouge. Hein, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu, peut-être ça aussi bouge. Seko, non? Oui, Seko Fofana, oui, un tout petit peu. Avec Ndika aussi. Voilà, là, ça, en fait, ça sur toutes les lignes, on a quand même des... Donc, ce qui fait que quand il tire quelqu'un du banc et qu'il le met, tu sais que là, écoute, mon ami, tu joues cher ta peau déjà, et tu joues cher aussi pour la nation. En fait, il n'y a pas de personne qui est un peu la star, il n'y a pas une tête qui dépasse une tête. Tout le monde se vaut. Et ça, c'est important, et ça s'est joué aussi. Ce sont des détails qui sont extrêmement importants pour que nous puissions assister à ce résultat auquel on a droit là maintenant. Revenons sur une première analyse, parce qu'on est en train de discuter sur la réaction des éléphants. C'est ça. Est-ce que finalement, si je vous dis que le carton rouge, finalement, a été un bien pour l'équipe de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous me répondriez? Quelque part, oui. Est-ce que finalement, ce carton rouge, parce que vous parliez d'une domination des Maliens au début, est-ce que ce carton rouge n'a pas resserré les rangs, n'a pas créé une forme de symbiose? Justement, oui. Clairement. Oui, Henri? Clairement, parce que là, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire a démarré timidement cette rencontre. Elle a joué de façon subversive. Quand même, il y a des techniciens dans cette sélection ivoirienne. Seko Fofana, Franck Yannick Kessié, surtout Massalin Gradel, Nicolas Pepe. La Côte d'Ivoire n'arrivait pas à construire le jeu, à aligner 3 pas de suite, à poser son jeu. C'est parce qu'en face, il y a une adversité, une très bonne organisation collective malienne. Mais après la sortie de Odilon Cochonou, Emers Faye s'est réinventé. Et là, les joueurs ont compris véritablement le message de l'entraîneur que maintenant, pour gagner, il va falloir faire preuve de détermination, de don de soi, resserrer les lignes, faire beaucoup plus de courses, faire beaucoup plus d'efforts, se replacer à chaque fois dans le bloc équipe, resserrer les blocs défensifs, défendre à deux sur les Maliens qui sont plus techniques, qui ont un jeu plus léché, et profiter des coups qu'ils auront. Et c'est arrivé. Finalement, dans les dernières minutes, quand tu vois un peu l'égalisation, c'est venu d'un jeu long, c'est fait exprès, c'est pas anodin. Sébastien Haller, qui savait qu'il n'est pas dans la meilleure de sa forme, mais sur sa détente quand même, il peut neutraliser 2 défenseurs maliens. Sinou Niakate et Kiki Kouyaté ont eu du mal à le contenir. Et c'était sur une déviation que le but de l'égalisation d'Adingra est venu. Donc ça veut tout dire. Donc cette exclusion a apporté véritablement cette niaque, cette arme à ces éléphants qui sont allés chercher dans leur dernier retranchement pour aller gagner le Mali. Alors Charles, tout à l'heure, lorsque Gérard faisait son 6 minutes sport, en citant les joueurs qui ne seraient pas là pour la demi-finale, vous aviez dit « aïe ». Alors, est-ce que vous pensez que le fait qu'on n'ait pas pour les matchs à venir ou le match à venir, ces éléments cités, dont Diakité, Aurier, Cotonou et Kwame, on pourrait avoir des difficultés? Oui, clairement. Quand on regarde l'apport. Quand on comprend que le banc de touche aussi est assez fourni. Hein. Oui, le banc de touche est fourni, mais c'est sur le terrain que ça se passe. D'abord, quand on regarde l'apport de Diakité, Diakité est un peu comme, entre guillemets, le fou du chef. C'est-à-dire que c'est le chargé de mission. Rentre, va percuter, n'aie pas peur. Tu perds le ballon, tu vas te replacer. Donc c'est lui qui bouge les lignes à tous les coups. Et il a cette capacité-là, il a cette folie avec lui. Et le public aime ça. Il y a une action, moi, qui m'a marqué. Juste, bien évidemment, avant que la Côte d'Ivoire ne puisse inscrire ce deuxième but, c'est Diakité, de l'égalisation d'abord, c'est Diakité qui se bat pour aller suivre un ballon qui allait en touche. Oui. Il sprint comme jamais. Il tacle et se couche avant que le ballon n'arrive, ça touche sa cuisse et il sauve la balle. Là, j'ai compris qu'en termes d'envie,
en termes de volonté, là, il a un pas sur tous les autres acteurs qui sont sur l'aire de jeu, y compris même les Maliens, parce qu'à terme, David Diakité était le meilleur. Maintenant, quand tu prends, je crois que Kosonou n'a pas commencé la compétition comme titulaire, je crois que c'est Diomandé. Un seul match comme titulaire. Voilà, c'est Diomandé qui était à l'axe. Boli. Voilà, c'est Diomandé qui était à l'axe avec Dika. Mais Kosonou, c'est... À l'axe, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Et justement, pour comprendre la réponse à ta question, je joins également à celle de André, pour comprendre les difficultés maliennes. Le Mali, son penalty, c'est à l'axe, avec Kosonou. Que fait Faye? Faye dit, OK, vous avez décidé de passer à l'axe, je bloque l'axe, je vous laisse passer sur les côtés. Sauf que Shell comprend trop tard que ce n'est pas les côtés que je dois passer, en faisant rentrer les joueurs de couloir qui essayent de jouer à la baballe, de dribbler, de faire des centres et autres. Ils renforcent l'axe défensif. Et comme il fallait quand même contenir l'équipe malienne qui avançait, ils déposent Haller au milieu de cette défense. Parce que Haller seul, la rentrée de Haller rééquilibre les débats. Parce qu'il y a 2 joueurs maliens qui sont obligés de contrôler l'attaquant du Borussia Dortmund. Donc, on redevient à 10 contre 10 à ce moment-là. Et vous allez voir Seri, Kessié commencent à jouer au ballon. Ils sortent le ballon un peu plus aisément. Pas facilement, mais un peu plus aisément dans la rencontre. Donc, je crois que ce sera difficile pour ces joueurs-là qui ne seront pas là, mais la Côte d'Ivoire a quand même un bon vivier. On nous dit que ce sera difficile. Donc, l'autre question, Élisée, pour vous, ce serait de savoir si, justement, le banc, qui a été finalement l'un des atouts de Emers Faé, va être... problématique pour cette demi-finale à venir. On ne va pas commencer à rentrer déjà dans cette demi-finale. Mais est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment diminué au regard de ce qu'il dit et ce que Gérard nous a dit tout à l'heure? Non, moi, je ne pense pas. Bien au contraire, je pense que la Côte d'Ivoire part très motivée. Quand tu sors de 2 matchs d'une telle intensité, avec autant de rebondissements, tu sens quelque part qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est au bout et qu'il faut aller chercher. Et bien évidemment, pour pallier les absences, hein, c'est de bonnes absences, mais pour pallier ces absences, je pense qu'on a quand même du vivier. Justement, j'allais vous poser la question. Voilà, qui pour remplacer éventuellement mais je prends Diakité, par exemple, sur le côté de Diakité. Mais on peut tenter le coup avec Jérémy Boga, ou bien on peut tenter le coup même avec Jonathan Bamba. Voilà, ils peuvent facilement suppléer, c'est des créateurs aussi. Et c'est déjà, à la différence même de Diakité, qui c'est vrai très combatif, mais parfois brouillon en fait. Quelqu'un comme Jonathan Bamba ou quelqu'un comme Jérémy Boga, il a beaucoup plus de retenue et de réserve et beaucoup plus de lucidité pour orienter les balles. Donc je pense que c'est des atouts aussi qu'on peut faire valoir durant cette demi-finale. Quand on revient à la défense, c'est vrai que le jeune Diomandé, pour les 2 premiers matchs, n'a pas été facile, mais nous tous, nous connaissons la qualité de ce jeune homme-là. On sait ce qu'il réalise au Portugal. C'est un joueur vraiment émérite. Juste pour vous rajouter, dans cette CAN, il était même surveillé par Arsenal. Ouais, exactement, voilà. Même scruté par le Real Madrid. C'est ce degré du brouillon de Diakité qui crée l'incertitude, la spontanéité et qui empêche l'adversaire de prévoir ce qu'il va faire. Je vais vous faire une confidence. Lorsque nous sommes à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, avec le Cameroun dans la poule de la Côte d'Ivoire, la Guinée, je crois le Mali aussi. C'est ça, exactement. Le Mali aussi, oui, Guinée, Mali, on va à la séance d'entraînement des Ivoiriens, avant le dernier match fatidique, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui élimine le Cameroun. Je rencontre Hervé Renard et en discussion avec lui, on lui demande mais que pense-t-il de son groupe? Et le premier à sortir des vestiaires, c'était Sereidie. Et on lui demande, par exemple, pour faire la discussion, on t'en offre, au micro. On lui demande, mais que pense-t-il de Sereidie? Il dit, Sereidie est important pour mon dispositif. Il est même presque indispensable, même si je pense au fond que c'est un des ordonnées tactiques. Donc, l'entraîneur a toujours besoin de ce joueur-là. De ce genre de profil. Voilà, qui parfois ne respecte pas toujours ses consignes, mais lorsqu'il est là... Il est décisif. Voilà. Alors... Christelle, oui, continuons de parler un peu de cette rencontre. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr. le but quand même de Néné, la Côte d'Ivoire, essayez de vous prononcer un peu là-dessus. Quelle merveille. Soyons sans langue de bois. D'abord, le but est magnifique. Mais à ce moment merveille. précis, nous sommes à la 71e minute. Vous imaginez que la Côte d'Ivoire peut réagir comment, dans quelles conditions, et comment vous avez analysé leur réaction? Moi, franchement, ce but-là, il m'a carrément plombé. J'étais complètement désarticulé. Je me dis, tiens, on est déjà à 10, et puis voilà quoi. C'est une intelligence aussi de la part de Eric Sekouchel qui sort Néné Dorgelès de banc. Il rentre à la 62e minute. 9 minutes plus tard, il mettait ce bijou. Franchement, il faut reconnaître que c'est un but d'artiste, très clairement. Même si on est ivoirien, c'était trop beau. Et c'était le premier but de Néné Dorgelès de la compétition. Il avait choisi son moment, en tout cas. Et
Ah, c'était magnifique. Mais il y a des confidences familiales qui me font dire qu'il avait dit justement à ses proches, à sa famille qu'il marquerait. Qu'il marquerait, le pays, etc. Donc, enfin, il a fait. C'était beau. Le but était très, très beau. Alors, racontons justement, parlons de ce but de Néné, notre compatriote. Ouais. Quand il arrive, on voit que Yaya est avancé. La défense, le milieu carrément, il prend en contre. Il a éliminé un premier et il voit que là, le gardien est avancé, il tire. Ouais. La défense ne pouvait rien faire, ni le gardien. Personne ne monte sur lui aussi. Non, ça, c'était la faute de la défense. Après, ils sont montés, mais très tardivement. Très tardivement, parce que Sékou Fofana, pour moi, clairement, il a contribué à cette réalisation. Exceptionnel de Néné Dorzelès. Il n'est pas parti très vite. Il a observé. Il a manqué d'agressivité sur le coup. C'est à mettre aussi sur le coup de la fatigue parce qu'il enchaîne des matchs à haute intensité. En plus, lui, il joue de façon très intense. Exactement. Mais après, ça n'enlève en rien à la qualité, à la beauté, à l'esthétisme du but de Néné Dorzelès. Exceptionnel. Coup de pied décoché dans 30 mètres pratiquement, 5 mètres, imparable pour le gardien. C'est un but d'artiste. Il ne pouvait rien. Ouais. Mais après, ça m'a quand même fait... j'ai eu des frissons. C'est-à-dire quand vous regardez après la célébration, ses coéquipiers qui étaient contents, c'était l'euphorie. Mais lui, il avait gardé ce calme, cette lucidité. Ouais, bien sûr. C'était un sentiment mitigé sans doute. Un peu critiqué dans certaines presse. Non, mais c'est pas. Non, mais pour peut-être donner la parole aux autres là-dessus, c'est une pratique. Exactement, c'est ce qui est normal. C'est normal parce qu'il porte toujours la Côte d'Ivoire dans son cœur. C'est son pays. Le Mali, c'est son pays d'adoption. Écoutez, le sang est plus fort que l'eau. Absolument. Oui, le but de Néné Dorzelès, pour moi, c'est le couronnement d'une très belle canne en fait de ce jeune homme-là. C'est vrai que tout le monde attendait comment il s'appelle, Sinayoko. Voilà, Bissouma qui revient de blessure, qui n'est pas en forme. Sinayoko qui, avec ses 3 buts, en tout cas, était l'homme très attendu, qui paraissait comme une révélation. Mais quand vous regardez depuis le premier match du Cameroun, du Mali jusqu'à maintenant, pour moi, Néné Dorzelès reste parmi le trio, le meilleur trio malien. C'est quelqu'un qui l'apport a été toujours visible lorsqu'il est rentré dans le match. Et ce but-là est venu pour moi couronner vraiment une excellente prestation durant cette CAN. C'est un joueur avec lequel, je dis honnêtement, il faut compter en Afrique pour les 5 prochaines années. Parce qu'il a une finesse et une qualité qu'on n'en trouve plus facilement sur la place. C'est vraiment un joueur, c'est un bijou. La formation malienne. Et ça, je le dis honnêtement, c'est une preuve que la formation finit par payer. Comment la Côte d'Ivoire a pu... André, justement, la question, c'est comment la Côte d'Ivoire a pu laisser partir... Non, mais on peut ouvrir le sujet, vous savez, c'est un... Bon, on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui. On peut l'ouvrir rapidement, mais c'est un vrai sujet au cœur du football africain. Concernant la formation des jeunes, ce qui n'existe pas en Europe aujourd'hui. Vous savez, même si vous prenez un Français et que vous le formez en Espagne, en général, il revient jouer pour la France. Enfin, c'est très rare, même si ça existe aussi là-bas. En Afrique, on a beaucoup de situations comme ça. Il faut quand même avoir une histoire avec le pays pour pouvoir... Mais bon, bref. Revenons sur notre match, parce qu'on va vers la fin de cette séquence. Parlons maintenant du but d'Adingra. Ce but d'Adingra, donc il rentre, tout cela fait suite à ce qu'a créé le coach en deuxième mi-temps. Et puis ce but arrive. On ne vous a pas beaucoup entendu. Comment vous analysez, comment vous décryptez ce but-là d'Adingra, l'égalisation? Alors, c'est un joueur que nous découvrons, en tout cas au niveau de l'équipe nationale, et qui fait montre de compétences, qui fait montre de volonté manifeste de gagner sa place chaque fois qu'il est titularisé. Et je puis vous assurer que ce but qu'il a marqué a permis à l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui de porter un nom, de porter une image également sur un nom. Et donc aujourd'hui, son nom circule dans le milieu du football, à l'image d'un Didier Drogba qui a brillé sur les grands stades d'Afrique et d'Europe. Et nous sommes convaincus qu'avec le travail, avec la persévérance, l'abnégation, il pourra naturellement atteindre le sommet du football national et mondial. Donc son but est salutaire, ça a délivré tout un pays, ça a délivré les férus de football que nous sommes. Nous sommes restés, pour certains, André lui il était au stade de Bouaké, mais nous sommes restés chez nous, à Abidjan, un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Même dans les confins de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont suivi ce match. Et ce but a été libérateur, ce qui nous a... Parce que quand même, il faut le dire, on ne peut pas avoir pris... on ne peut pas avoir pris... C'est celui qui fait partie de la voix de Christelle, le but d'Adingra. C'est ça. Non, mais on ne peut pas avoir pris
avoir un carton rouge à la 44e minute d'un match d'une telle intensité, d'une telle envergure, et puis se retrouver donc pendant plus de 120 minutes à jouer en maintenant donc, le niveau jusqu'à ce qu'à la 120e minute, les Ivoiriens scorent une deuxième fois, synonyme donc de qualification pour les demi-finales. Merci. Charles, le but d'Adingra. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Tu n'as pas vu le but d'Adingra? J'ai juste vu le but. Il était super rapide. J'ai l'impression qu'il disparaît au stade. Honnêtement, bon, après on peut dire... C'est d'un pointu. Oui, après, il se retrouve... L'action. Il se crée l'action lui-même, il marque. Moi, je me suis dit, après, il y a eu la lumière est partie. Il bénéficie d'un contre quand même. Ce que Charles dit, c'est-à-dire que entre le contre, entre son action où il efface un joueur, le shoot de Seko, et la façon dont il rentre au milieu des deux gars pour le se retrouve là pour mettre le pointu. C'est fou. Adingra, c'est une pile électrique. Beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations, beaucoup de percussions. Lui, il est beaucoup plus fin dans ses déplacements. Il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus, j'allais dire, ingénieux dans ses mouvements. Vous l'aurez dû constater. D'abord, le slalom. Le slalom, c'est un geste d'ailier moderne. Parce que quand vous rentrez comme ça dans la surface, comme il a des dribbles chaloupés, comme il a des fréquences d'appui très rapides, il sait que s'il est touché, directement, un pénalty va être sifflé pour la Côte d'Ivoire. Il a surfé sur cette vague. Après, on peut dire que la défense malienne avait déjà été un peu émoussée. De toutes les façons, Faye savait que... C'est plutôt Faye. Hein. Faye, pardon. Faye, ça fait plus sénégalais. Faye savait que le Mali n'allait pas avoir la même intensité durant toute la rencontre. L'autre fait qu'on ne voit pas aussi, peut-être que certains Ivoiriens m'en voudront, il faut remercier aussi quelque part Gassé, Adingra et Haller. Il les prend quand même diminués. Un autre entraîneur pragmatique. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a pour sélectionneur Hervé Renard, jamais ces garçons ne sont dans la liste. Très bien. Pour terminer là-dessus, effectivement, on connaît le but de Oumar Diakité dans la folie dans laquelle ça nous a mis. Parce qu'il y a eu effectivement ce débat-là sur d'autres chaînes, sur l'héritage de Faye. Parlons un petit tour de table, on a 2 minutes, soyez pas longs s'il vous plaît. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut parler pas de Faye, de Gassé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même comptabiliser Gassé dans ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, Élisée, très rapidement? Oui, parce que déjà, c'est lui qui fait la sélection. D'accord. Voilà, la sélection pour aller à la CAN. Donc, sur cette base-là, même si Faye vient après, mais c'est les éléments sélectionnés par Gassé que Faye utilise. Donc, on peut aussi comptabiliser Gassé dans ce qui arrive. Charles? Partir avec Haller et Adingra, il faut être fou pour le faire. Il faut surtout avoir foi en ses joueurs. Gassé a apporté également sa pierre à l'édifice. Gérard? Tout à fait. C'est lui qui était le sélectionneur, celui qui l'a fait. Et il y a certains éléments sur lesquels on était un peu dubitatifs, comme les PP et consorts. Aujourd'hui, ces personnes-là confirment. On en est fiers. Merci à Gassé. Marius? D'ailleurs, vous le constatez, les joueurs le lui rendent bien à Gassé. À chaque célébration de victoire, remercient leur premier entraîneur. Et donc, c'est à juste titre, en fait. Henri, sur la place de Gassé dans cette épopée, même si c'était jusqu'en demi-finale. Faye est en train de surfer sur une nouvelle dynamique, mais les éléments constitutifs de cette équipe, Élisée l'a si bien dit, ont été concoctés par Jean-Louis Gassé. Alors une chose est sûre, hein, on le dit comme ça, la vérité c'est qu'une victoire se prépare avec plusieurs mains. Et là aujourd'hui, Faye Emers, il a un talent fou, on le découvre en tant qu'entraîneur, en tant que meneur d'équipe, mais il a bénéficié sans doute des erreurs et aussi des qualités de l'homme Gassé, il fallait sans doute le préciser, pour tirer les enseignements de cette victoire et cette qualification. À tout à l'heure. Évidemment, pour nous suivre à travers le monde, vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez nous regarder, nous entendre, interagir avec nous. Bien, si vous êtes sur les différents bouquets, ici en Côte d'Ivoire, la TNT, c'est le canal numéro 6, ou bien sûr, pour ceux qui disposent d'un abonnement Canal+, c'est évidemment le canal 6 ou le canal 206 pour ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire. Merci de nous afficher votre fidélité. Quelle folie, c'était samedi. La Côte d'Ivoire sortie de nulle part a terrassé donc l'équipe du Mali. Aujourd'hui, on en parle avec vous, on essaie de décrypter tout ça. On l'a fait, mais parlons de cette demi-finale juste avant de recevoir notre invité pour qu'on parle de BTP et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Christelle, très cher. La Côte d'Ivoire va croiser les léopards de la RDC. Et déjà, André, on a commencé déjà, enfin, ils ont commencé à nous chambrer sur la toile. Les Congolais ont commencé à dire qu'ils vont enterrer les Ivoiriens à Ebimpe. Mais oui, justement, ça c'est intéressant. Celui qui avait créé
le petit challenge très sympa entre les Congolais, entre les deux Congos, qui avait dit au Congo de Brazzaville surveiller le fleuve. Voilà, il a fait une petite sortie où il dit la Côte d'Ivoire va être enterrée, enfin, ils vont enterrer les éléphants. Bon. Et c'est une bonne guerre. Mais tu sais, André, humilité oblige. Oui, nous sommes sereins, très humbles, et je pense que c'est un match qui sera abordé avec la plus grande sérénité. Je vais demander justement à notre partenaire invité de réagir sur cela. Élisée, comment est-ce que la Côte d'Ivoire devra aborder le Congo? Congo qui est très pernicieux, qui marque également dans les derniers instants, qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Comment gagner une telle équipe? Je pense que l'une des premières choses que la Côte d'Ivoire devrait faire, c'est de ne pas minimiser cette équipe. Parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire sort de 2 gros matchs face au Sénégal et au Mali, qui étaient donnés par plusieurs comme des favoris de la compétition. Le Congo, excusez-moi, mais ce n'était pas vraiment l'un des favoris de cette compétition. Et ça, c'est l'erreur que c'était justement failli. Je pense que ces poulets ne vont pas faire. Il ne faut pas minimiser cette équipe-là. Il faut la respecter et il faut se dire que cette équipe, si elle est arrivée en demi-finale, c'est parce qu'elle mérite d'être là. Et c'est parce qu'elle a battu des équipes. Donc, ce n'est pas la dernière des venues. Donc, il faut déjà la respecter. Et je crois que la Côte d'Ivoire doit jouer sur ses valeurs. Pas avec trop de suffisance, mais vraiment sur ses valeurs, sur ses qualités. Et ce fighting spirit-là qui est né depuis, je vais dire, la débâcle de Bimpe. Il y a un fighting spirit qui est revenu après. Donc je crois que c'est le lieu pour l'équipe de Côte d'Ivoire de rebondir là, quoi. Vous partez sur le fighting spirit, Charles, Douglas. Vous, ça va être quoi? Vous dites quoi? Quelles vont être les recettes de la Côte d'Ivoire? Ou en tout cas, qu'est-ce qui va être déterminant dans cette rencontre entre les léopards et les éléphants? Digérer la charge émotionnelle. On s'est rendu compte que sur les 2 dernières rencontres de la Côte d'Ivoire à Ebimpe, ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce que la pression que mettent les supporters à Ebimpe est plus grande que ce qui se fait à Bouaké ou à Yamoussoukro? Dans tous les cas, les faits disent qu'à Yamoussoukro et à Bouaké, les joueurs étaient un peu plus libérés. Donc, ils s'exprimaient, ils avaient l'expression facile. Donc, il faut qu'ils sachent gérer la pression. Voilà. Maintenant, il y a également un autre paramètre à prendre en compte, c'est celui de la fraîcheur physique. Comment est-ce qu'on va gérer cela? Pour gérer cela, MS Faye doit peut-être ou devra travailler sur la conservation de balles. Parce que plus vous courez derrière le ballon, vous allez à la conquête du ballon, vous devez vous fatiguer 2 fois plus que l'adversaire. Et il a les joueurs techniques pour le faire. Il y a Fofana, il y a Série, Kessié, donc il a les joueurs pour le faire. Et il faut surtout être humble dans l'approche de cette rencontre-là. Ne pas trop respecter l'adversaire, mais se dire, oui, on a le Congo en face. Si on a le ballon, on aura les occasions. Si les Congolais n'ont pas le ballon, ils ne vont pas marquer. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Éviter, si on peut, d'aller en prolongation, parce que je crois que là, ça va commencer à peser. Gérard, il faut éviter les prolongations. Tout à fait. Moi, je suis dans le temps réglementaire. Je le disais en off avec un confrère, je disais qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse marquer très tôt, dans les 15 premières minutes. Il faut vraiment aller à l'assaut de cette défense-là. Moi, je dis qu'il y a maximum 3-4 personnes à surveiller de très très près, comme du lait sur du feu, dans cette équipe de la RDC des Léopards. Dans un premier temps, c'est Chancel Mbemba. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il est défenseur, mais il est un peu partout sur le terrain. Donc celui-là, il faut déjà essayer de le neutraliser, il faut essayer de le piquer très tôt déjà. Sur le coup de pied arrêté. Oui, justement, très tôt, il faut le piquer. Et puis derrière, ils ont leur leader technique qui s'appelle Yohan Wissa. C'est quelqu'un qu'il faut très surveiller. Quelqu'un qui peut jouer autant sur les ailes qu'au milieu de terrain. Attention à ce monsieur. Et puis bon, avec Cédric Bakambu, bon, c'est un attaquant comme tout autre. Faut gérer ça déjà. Donc déjà, dès les premiers instants, les 15 premières minutes, il faut qu'on puisse marquer un but. Donc vous dites un but assez rapidement. Assez rapidement, parce qu'il y a une similitude. Pour changer vraiment des scénarios que la Côte d'Ivoire a connus jusque-là. Exactement. Et puis, il faut miser sur le contrôle de ces joueurs que vous avez souligné. C'est tout à fait ça. Parce que très rapidement, en 10 secondes, la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est ce particulier, qu'ils vont jusqu'au bout du bout. Tu vois, quand on se souvient, le Congo face à l'Égypte, c'est ce qu'ils ont fait aux Égyptiens pour les sortir au tir au but. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un peu ça, même si elle y allait 2 fois, le Congo y allait 1 fois. Il y a quand même une similitude entre ces 2 équipes en la matière. Qu'est-ce qu'on sait justement de l'histoire des oppositions entre ces 2 pays et savoir justement, il y a un petit contentieux qui pourrait justement remotiver ou motiver chacune des 2 équipes. Oui, clairement. Il y a un récent passif entre ces 2 équipes. La dernière opposition entre la RDC et la Côte d'Ivoire remonte en janvier 2017, cette CAN au Gabon, où la Côte d'Ivoire était tenante du titre, qui s'est fait sortir dans les phases de poule
par le Congo et le Maroc. Match nul, 2 buts partout. On se souvient encore de l'égalisation de Sérédié, mais qui n'a rien apporté finalement à cette formation ivoirienne, qui a été l'une c'était la catastrophe quand même, c'était une déception. Une grosse déception. Hein. Absolument. La Côte d'Ivoire a pérennisé à l'époque la malédiction des champions, des tenants du titre. Maintenant, avant cette opposition, il y avait quand même l'opposition de 2015. Et cette belle victoire, 3-1, la demi-finale. Je me rappelle encore de cette superbe reprise de volée de Yaya Touré, 3-1. Et donc, derrière, la Côte d'Ivoire est allée chercher le Graal final. Je pense que cette équipe congolaise, c'est l'alliage entre la discipline tactique, surtout des individualités exceptionnelles. Tu as parlé de Yohan Wissa, il n'y a pas que Yohan Wissa. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Justement. Il y a même Piquel aussi. Qui est très exceptionnel sur les sorties de balle. Ça va très vite devant. Des joueurs pleins de dextérité. Et un entraîneur qui connaît bien les Ivoiriens. Absolument, qui est entraîné à la SEC, Sébastien Dessart, qui sait lire le jeu et tout, et qui apporte une réponse concrète, idoine. Je pense, comme tu l'as dit justement, que la Côte d'Ivoire ne doit pas être en réaction dans cette rencontre. Si la Côte d'Ivoire reste en réaction dans cette rencontre, ce sera vraiment compliqué. Il faut garder la maîtrise du ballon, essayer d'attaquer dès l'entame pour aller chercher cette qualification. Avec Marius, pour terminer, vous savez, j'aime bien vous ramener toujours au rôle justement des supporters. On recevait ici notre confrère donc, congolais de la République du Congo. Oui, Christian qui disait que là, les Congolais vont jouer à Abidjan et ils allaient avoir un peu plus de supporters. Est-ce que vous pensez que là, sur ça, on va se retrouver à Ebimpe, qui est quand même un stade un peu controversé pour les résultats des éléphants. Est-ce que là, il pourrait y avoir match au niveau des supporters où vous dites non, ça ne devrait pas effrayer la mobilisation des Ivoiriens? Non, soyons sérieux. On l'a dit également pour le Mali, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali à Bouaké. On a même dit que Bouaké était la deuxième capitale du Mali, quand on tient compte du nombre de Maliens qui résident à Bouaké. Mais la réalité a été tout autre. Le stade était bourré de t-shirts orange, blanc et vert. Et donc, ça sera même, je pourrais dire, un match à l'apanage, donc à la faveur des Ivoiriens qui auront ce 12e homme, c'est-à-dire son public à leur côté. Mieux, quand vous regardez l'ensemble des matchs joués et par la Côte d'Ivoire et par la RDC, la République démocratique du Congo, vous voyez que les deux équipes jouent presque dans le même style. Voilà. Et ils procèdent par des passes courtes, ils développent et puis ils passent sur les ailes. La Côte d'Ivoire, c'est le même style. On est dans le même scénario, seulement, comme il l'a dit, il faut jouer avec dextérité, il faut être très attentif et surtout éviter de commettre les mêmes erreurs que nous avons connues, que nous avons connues avec Cotonou. Et puis aussi, il faut que nos joueurs comprennent la nécessité que le public restera toujours à leurs côtés. Et Bimpe, c'est Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se mobiliseront et seront là, encore une fois, pour soutenir leur équipe. Oubliez donc le premier chapitre que nous avons connu à Ebimpe, André. Faire oublier voilà, cette triste page de l'histoire du football ivoirien en y retournant et donner la victoire à la Côte d'Ivoire, briser en tout cas cette, je ne dirais pas cette malédiction, mais ce qu'on a connu. Il nous faut sortir des Bimpe avec de la joie ce jour-là. Et ça sera, André, mercredi à partir de 20h que les Ivoiriens vont donc croiser le pied avec la formation congolaise. Très bien. Il nous a fait quand même l'amitié de répondre à notre invitation. C'est vrai que tout le monde est en ce moment concentré sur le foot. Je pense que lui aussi. Mais il fallait qu'on parle un peu de BTP, de construction de grands travaux en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une grosse tradition des travaux publics. Et bien sûr, on reçoit aujourd'hui un invité qui va nous raconter un peu comment il vit les choses depuis quelques années. Bonsoir, monsieur Adama Soumaoro. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Vous êtes directeur général adjoint du pôle BTP de Sénégal. Et avec vous, on va essayer de comprendre un peu le développement du BTP en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui arrivent de notre pays à la faveur de la CAN sont émerveillés par les travaux, sont émerveillés par les infrastructures, les réalisations voilà, qu'on a eu à faire. Est-ce que c'était le boom du BTP prévu avant la CAN? J'allais dire que le boom du BTP répond un peu à l'évolution de nos éléphants. C'est-à-dire qu'en 2011, pratiquement toute la communauté internationale pensait que la Côte d'Ivoire était down en termes d'infrastructure. Et en moins de 15 ans, nous avons
réalisé, j'allais dire, un exploit. C'est ça. Aujourd'hui, depuis pratiquement les 5 dernières années, le BTP, c'est 26% de taux de croissance annuel et une contribution de plus de 5% au produit intérieur brut. De 2017 à 2023, c'est près de 1100 km de routes entièrement rénovées ou reconstruites en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que c'est vraiment, j'allais dire, je suis d'accord. C'est vraiment le boom. C'est vraiment le boom. Selon ce que nous dit Christelle. Alors parlons il y a un tel boom, beaucoup, parce que bon, on ne va pas trop faire de politique politicienne, mais vous êtes un technicien, vous êtes ingénieur de travaux publics et vous êtes aujourd'hui dirigeant de société. Est-ce que tout ça, les entreprises ivoiriennes en profitent? Parce que c'est une question très directe. Hein. Est-ce que les entreprises ivoiriennes profitent de ce boom-là? Oui, je te remercie pour cette question, André. Oui, effectivement, les entreprises ivoiriennes en profitent. Et le profit n'est pas seulement financier. Le profit est aussi en termes de ressources humaines. Parce qu'avec ces infrastructures qui créent des challenges pour les techniciens comme nous, il y a beaucoup de nos collègues qui étaient à l'extérieur du pays qui sont rentrés. Ah, d'accord. Il y a de l'emploi aussi pour les jeunes qui sortent de l'école. Et donc, on contribue efficacement en tant qu'entreprise nationale d'Ivoiriens au développement de notre pays de cette façon. Et c'est un challenge pour nous. Voilà. Donc, effectivement, depuis pratiquement, j'allais dire, ces 10 dernières années, effectivement, les entreprises ivoiriennes en termes de BTP ont de l'activité. C'est souvent un peu difficile en termes de financement, mais ils ont de l'activité et ça se passe très bien. Élisée Boloube. Monsieur le directeur général, que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est vrai, on assiste à un boom, mais en même temps aussi, ce boom est à l'avantage des entreprises, mais pas des particuliers qui, eux, souffrent d'une augmentation des intrants qui rentrent vraiment dans la construction des maisons et même des routes et même de certaines infrastructures. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est intrant dans le domaine des travaux publics et du BTP est essentiellement lié aussi aux contingences extérieures. C'est ça. Donc, en termes de pétrole, le fameux craqueur, le clinker de ciment, tout est importé et même les équipements de finition aussi. De telle sorte que, bon, si ce coût augmente, ça veut dire que, je prends simplement le cas de tout ce qui est logement. Si le coût de construction augmente, naturellement, le coût des logements vont augmenter. Et aussi, cette contingence internationale, là aussi, se répercute sur l'ensemble de la vie. Donc voilà un peu. Ce n'est pas systématiquement que ce boom-là devrait donc être à l'avantage systématiquement des populations, dès l'instant où c'est un secteur qui dépend aussi de la contingence des contingences extérieures. Si vous avez une question, mais sinon avant, disons qu'avec Marilis BTP, qui est une filiale de votre groupe, et Med Africa, vous avez eu un gros projet, parce que très souvent, quand on parle de construction BTP, on voit uniquement les routes, mais il faut voir aussi les établissements d'importance, les universités, etc. Là, vous avez eu un contrat de réhabilitation de 8 hôpitaux. Et donc sur ça, il faut qu'on en parle un tout petit peu, Christelle. Bien sûr. Alors pour les hôpitaux, lorsqu'on finit la rénovation, l'idée c'est qu'en Afrique, généralement, les bâtiments ne survivent pas longtemps à la postérité. Est-ce qu'après rénovation, vous avez un droit de regard? Est-ce que la partie qui réceptionne le bâtiment met un fonds pour tenir le bâtiment dans la durée? Comment ça se passe, justement? Alors, j'avais dit que ça a été un challenge pour moi, ce projet, qui a commencé en 2017, où il y avait deux aspects. Il y avait deux parties. Certains souhaitaient de raser les anciens hôpitaux et d'en construire de neufs. C'est un peu ce qui s'est fait à Bobo. Hein. Voilà. Et d'autres, il était question de rénover les anciens. C'est ça. Et donc, ce challenge-là est arrivé. Il fallait rénover, réhabiliter, faire des extensions là où il fallait, et puis installer des équipements de dernière génération en adaptant ainsi les infrastructures existantes. Et donc, nous avons eu la chance d'être bénéficiaires d'une convention avec l'État pour faire ce type d'intervention sur 8 formations sanitaires en Côte d'Ivoire. Et la spécificité de cette convention, c'est que nous avons la maintenance et la formation des équipements installés sur 7 ans. Ah, d'accord. De telle sorte qu'après 7 ans, on estime que le personnel de ces formations sanitaires seront suffisamment formés
on fait le transfert de compétences. Alors, est-ce qu'on peut rapidement voir, parce que demain, nous, on va être témoins de ce qui va se passer, est-ce qu'on peut rappeler les formations sanitaires qui vont bénéficier de cet accompagnement-là? Voilà. Je sais qu'il y a Grand Bassam. Oui, Grand Bassam, l'hôpital général de il y avait 5 hôpitaux généraux. C'est ça. L'hôpital général Grand Bassam, l'hôpital général d'Adjamé, l'hôpital général de Abobo Nord, Abobo Sud. Et puis il y avait 3 centres hospitaliers régionaux. CHR. Daloa et Korogo. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de votre opération, vous faites 7 ans, voilà, de formation. Et après, on pourra quand même s'assurer que ceux qui travaillent dans ces hôpitaux-là peuvent maintenir ces machines, etc. Effectivement, au bout de cette année, non seulement nous allons transférer la maintenance aux hôpitaux, mais nous allons d'abord rénover, enfin, le gros entretien de rénovation des équipements. Donc, on remplace toutes les pièces défaillantes. C'est ça. Met ces équipements à neuf avant de transférer. Et comme le personnel d'entretien ou le personnel d'utilisation sera suffisamment formé, on suppose qu'à l'issue de ces 7 années-là... Et après 7 ans, vous n'avez plus de droit de regard, hein? Par rapport à la convention actuelle, oui. Mais la convention peut être renouvelée. Est-ce que les minutes de presse sont renouvelées? Elle peut être étendue. Étendue, très bien. On va permettre, on a un confrère donc, togolais qui est avec nous. Il écoute l'expérience ivoirienne. Peut-être qu'il a une question à vous poser, Henri. Oui, salut monsieur le directeur. Je salue le travail que vous faites ici au pays. Toutes ces infrastructures sont à mettre quelque part à votre actif. Est-ce que vous avez été, votre entreprise qui est une entreprise de droit ivoirien, est-ce qu'elle a déjà été adjudicateur des marchés dans la sous-région ou bien dans d'autres pays voilà, Je rappelle déjà qu'on avait été sollicité par le Togo pour 3 centres hospitaliers universitaire à Lomé. Le projet est en cours d'étude. Et l'expérience ivoirienne, surtout lorsqu'on a fini l'expérience d'Abobo, parce qu'on a sorti l'hôpital d'Abobo Nord, qui est devenu maintenant, qui est passé d'hôpital général à CHR. Lorsqu'on a fini cette expérience et qu'on l'a livrée, le Mali nous a sollicité. Aujourd'hui, je vous parle, on a terminé la réhabilitation partielle de 2 CHU à Bamako. Et on a construit à neuf une polyclinique, un noyau chaud hospitalier d'une polyclinique militaire à Kati. À Kati. Et ça marche bien l'intégration sous-régionale finalement. Ça a bien marché jusqu'à présent en tout cas. Et récemment, on a fait l'équipement et la maintenance de 8 hôpitaux sur le même principe en Guinée. D'ailleurs, j'y pars demain pour pouvoir... Donc l'expérience ivoirienne est sollicitée dans la sous-région. Cette expertise est vraiment sollicitée et ça a bien marché. Parce qu'on a livré un centre d'imagerie vraiment ultra moderne au CHU Gabriel Touré de Bamako et ça fonctionne très bien. Gérard? Voilà, monsieur le directeur général, c'est vrai qu'on parlait tantôt du boom du BTP, on parle aussi des infrastructures. Elles sont d'ailleurs très très visibles ici dans les grandes agglomérations que sont Abidjan. Qu'en est-il effectivement à l'intérieur du pays, dans le fin fond de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pouvez nous en dresser un état des lieux par exemple? Alors, aujourd'hui, quand vous sortez d'Abidjan, vous avez l'autoroute jusqu'à Abidjan, jusqu'à Boaké. C'est ça. Et vous avez une route entièrement neuve jusqu'à Tengrela, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Une entreprise de notre groupe a réalisé la réhabilitation de la route de Daloa à Mans jusqu'à Danané. Une deuxième phase est prévue de Mans jusqu'à Odjene. Et nous sommes en train de faire une route neuve de Touba à Waninou. Donc, ça veut dire que les infrastructures à l'intérieur du pays, pour ce que je sais, et pour ce qui concerne les entreprises que je connais, de notre groupe, nous sommes vraiment actifs aussi, véritablement à l'intérieur du pays. Voilà. Et tout ça, parce que nous sommes quand même dans la période de la CAN, et Christelle a bien fait de rappeler, et tout ça, ça participe à donner une image différente du pays durant cette CAN. Est-ce que, justement, vous avez parlé de la Guinée, du Mali, est-ce qu'à travers cette CAN, avec la visite des uns et des autres, vous commencez à sentir que votre entreprise peut avoir des marchés supplémentaires dans d'autres régions? Effectivement, juste une anecdote, je venais juste de terminer les urgences, la formation des équipements des urgences au CHR de Korogo, le jour du match, le premier match du Mali. C'était à 20h. Et lorsqu'on a fini la formation, aux environs de 16h, à 21h, le chef de la délégation de presse du Mali a piqué une crise au stade. Et il a été accueilli aux urgences. C'était le tout premier. Ultra moderne, mais alors là, ils ont été très épatés. J'espère que cette expérience nous permettra donc
de nous exporter. Question, Marius Komoué. Oui, mais pour nous, leaders d'organisation de la société civile, c'est tout un réel plaisir parce que le combat que nous menons, c'est de doter ce pays d'infrastructures, surtout hospitalières, qui soient dignes du niveau de développement de notre pays. Et bien évidemment, il y a un passé récent, on se plaignait donc de nos centres de santé. Quand on regarde les infrastructures, quand on regarde le manque du minimum d'équipement, nous sommes tout à fait heureux de savoir que le gouvernement ait pris vraiment le taureau par les cornes et est décidé naturellement de redorer le blason de nos centres hospitaliers. On espère également que cela va suivre avec justement le personnel soignant qui, ma foi, a besoin bien entendu de formation, de sensibilisation quant à l'usage approprié de ces équipements, de sorte à pouvoir être serviables vis-à-vis de leur population. Merci infiniment. Vous avez une réaction sur sa contribution? Ce que je voudrais dire, c'est que terminez. Sur la base de ce que j'ai vu sur le terrain, le personnel médical disponible en Côte d'Ivoire est vraiment formé. Et nous essayons, avec nos partenaires techniques israéliens, de renforcer cette capacité-là. Et de ce que je sache, le ministère de la Santé est en train de mettre un boost au niveau de la formation des médecins pour que tous ces équipements, enfin ces infrastructures que nous sommes en train de construire puissent avoir le personnel nécessaire pour fonctionner. En tout cas, nous voulions aujourd'hui vous faire témoigner d'un exemple de réussite, notamment en matière d'échange de connaissances, puisque vous êtes parti de Marilis BTP à MedAfrica, avec des partenaires Siemens, Bouygues, etc., pour justement permettre à la connaissance de demeurer en Côte d'Ivoire. Et on voulait en parler au cours de cette émission, où justement on parle de l'excellence ivoirienne dans cette CAN. Merci, monsieur le DG. Oui, et la plupart des vidéos de nos amis qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, enfin, la plupart ont loué toutes les infrastructures, la qualité de vie voilà, de la Côte d'Ivoire. Et ce sont les ingénieurs de BTP qu'on va féliciter. Merci. Bravo à vous. Merci. Bravo à la Côte d'Ivoire. Cher André, notre time is off. Donc, nous avons été très heureuses. Henri est avec nous, Charles est parti. Merci d'être venu, cher Henri. Marius Komoué, merci beaucoup. Gérard Talman. Monsieur le directeur général, Élisée Boloubeu, pardon. Faut pas oublier ça. La précision en détail. C'est important. Prophète Élisée, bonsoir, merci beaucoup. Merci Christelle. André, vous n'êtes pas prophète. Bonsoir, à demain. Les programmes continuent sur la FTV.